quitté. Alain Vigneault est arrivé, très bien entouré. Ron Tugnutt a permis aux sénateurs de faire les séries. Les Red Wings ont gagné la Coupe Stanley, mais victoire assombrie par un terrible accident. Mario Lemieux a pris sa retraite. Les Expos veulent déménager au centre-ville. Pedro a dominé les Expos et il fait sauter la banque à Boston. Les Alouettes ont obtenu le plus de victoires en une saison. Caroline Brunet est championne du monde et Tiger Woods a reçu le veston vert et beaucoup de billets verts. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette émission spéciale. Ben oui, cette émission spéciale parce que 1997 a été fertile en rebondissements. On vous l'a dit, il y a des grands joueurs qui ont pris leur retraite. Il y en a d'autres qui sont arrivés ici ces prochaines minutes. On va faire un survol des différents événements. À l'occasion, avec nos analystes. Dans d'autres cas, on va simplement souligner les champions. Et également, nous allons choisir l'athlète de l'année, masculin et féminin, et l'événement majeur. C'est évident qu'on va parler de hockey, de sport amateur, de course automobile, de tennis, de golf, de boxe, NBA, NFL, les Alouettes, le hockey junior, l'Impact, les Roadrunners, et j'en passe. Alors, on va commencer immédiatement parce qu'on a beaucoup de choses pour vous en cette fin d'année. On va parler du Canadien immédiatement. Et pour ce faire, bon, on a notre analyste et collaborateur, Alain. Comment ça va, Alain? Bonsoir, Claude, ça va bien? Alain, je veux pas qu'on s'éternise trop longtemps sur la fin de la saison dernière, mais il faut commencer par ça. Ouais. Le Canadien est éliminé par New Jersey. Le Canadien éliminé par New Jersey, ça mettait un terme élimination rapide devant les Devils. Et ça mettait un terme à une saison qui a été extrêmement difficile. Faut remonter à l'automne 96, l'affaire Brashear, les accusations des joueurs à l'endroit d'Yvan Cournoyer et par la suite à l'endroit des gardiens de but. Alors, il y a eu toutes sortes d'événements qui ont marqué la saison du Canadien. C'est devenu une saison extrêmement difficile. Le Canadien qui a dû lutter jusqu'à la toute fin pour s'assurer d'une participation aux séries éliminatoires et cette élimination rapide devant les Devils du New Jersey. Et dès le 5e match terminé, on savait que ça sentait mauvais pour Mario Tremblay, car Ronald Corré a reconfirmé Régent Hall au poste de directeur gérant et par la suite a refusé de le faire à l'endroit de Mario Tremblay. Quelques jours plus tard, Mario qui quittait. Dans le cas de Mario, c'est Pierre Pagé qui disait « Diriger quand ça va bien, c'est facile ». Et on l'a vu peut-être lors de la première année de Mario Tremblay, ils ont amassé 90 points. Mais Pagé dit « C'est quand ça va mal que le manque d'expérience apparaît, parce que là, tu n'as pas les solutions. » Et le support des joueurs aussi. Et le support... Mais ça, je pense que les joueurs, fondamentalement, ne détestaient pas Mario. Non. Mais Mario n'avait pas les solutions. Il le disait lui-même quand il rencontrait les journalistes. « Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. » Et c'est son manque d'expérience qui le faisait agir de la sorte. On a aussi dit, s'il avait été mieux entouré, Mario, peut-être que la situation serait différente. Sauf que c'est Mario qui a choisi ses adjoints. C'est lui qui a amené Yvan Cournoyer. Alors, je ne pense pas qu'il faille blâmer les adjoints pour l'échec de Mario Tremblay comme entraîneur-chef du Canadien. Mais justement, Alain Vigneault, lui, quand il est arrivé, il s'est très bien entouré. Oui, ce qui m'a impressionné le plus dans la nomination de Vigneault et les nominations ensuite qui ont suivi celles de ses adjoints, c'est que c'est une rupture de la part du Canadien avec un passé, avec les bras meurtris, puis les Coupes Stanley. On est allé chercher des gars qui n'avaient aucune attache avec l'organisation du Canadien, des gars qui provenaient de milieux très différents, qu'on pense à Vigneault, qui a surtout travaillé au niveau du hockey junior québécois, Dave King, qui a surtout travaillé au niveau du hockey olympique, l'équipe nationale, il vient de l'Ouest, mentalité différente. Melançon comme entraîneur des gardiens de but. On est allé chercher des bonhommes qui viennent de milieux différents, qui avaient des idées nouvelles. C'est un virage à 180 degrés qu'on a fait. Oui, parce que, dans le fond, il y a eu un changement. C'est Andy Moog. Oui. Mais il y a eu quand même des changements au niveau de certains joueurs. Je pense à Corson, qui l'an dernier a été affreux depuis le début de la saison, qui va bien. Thibault, qui avait été traité de toutes les façons, qui va bien également. Il y a Malahaf aussi, qui a été beaucoup mieux cette année que l'an dernier. Ça a été une belle surprise. Plusieurs joueurs qui s'amènent à l'entraînement en meilleure forme, qui connaissent un début de saison extraordinaire. Tu l'as mentionné, Corson, Malahaf, Jocelyn Thibault. Mais il y a eu également des déceptions cette année. Et je pense qu'un bonhomme comme Stéphane Richer est peut-être le premier qu'on doit pointer du doigt. Il a été ennuyé par toutes sortes de blessures. Lui qui en est à la dernière année d'un contrat. Dave Manson a eu des hauts et des bas aussi. C'est peut-être pas le bonhomme qu'on espérait. On a toujours en tête l'image de Manson à ses premières années dans la Ligue nationale. Benoît Brunet, toujours ennuyé par des blessures encore. Et il y a de sérieux points d'interrogation qui planent toujours sur la tête ou à côté des noms de Bordelot, de Tucker, par exemple. Et ensuite, il y a Thornton et Stevenson qui n'ont pas encore réussi à trouver leur place chez le Canadien. Alors, il y a quand même plusieurs points d'interrogation, même si l'équipe est mieux entourée, c'est mieux structuré, un changement important avec l'arrivée de nouveaux entraîneurs. Est-ce qu'on peut également même ajouter un gars comme Koivu?
que je veux dire, Oui. c'est que quand il était blessé l'an dernier, il était champion marqueur d'un circuit ou presque. Et cette année, il me semble qu'il y a un peu de Depuis difficulté. qu'il est revenu de sa blessure, il ne semble pas avoir là, cette vitesse. Quand il y a l'ouverture, il ne semble pas avoir retrouvé cette vitesse qui lui permettait de passer entre deux défenseurs, par exemple, ou dans le trou, comme on dit, là. Et ce qui fait que lui aussi a des hauts et des bas, Sakou Koivu. Le joueur le plus régulier chez le Canadien, je pense que si on prend l'ensemble de la saison 97, c'est Mark Recchi, encore une fois. Oui, vous avez raison. Est-ce que le public va devenir plus exigeant au début de la prochaine année ou c'est encore la lune de miel? Je pense que peu à peu, on voit que c'est Alain Vigneault qui le disait lui-même, la lune de miel est terminée, il faut commencer à diriger maintenant. Et là, il va y avoir des décisions importantes à prendre chez le Canadien de Montréal, parce que là, on voit là, une baisse de régime d'à peu près tout le monde. Les gardiens donnent parfois un mauvais but par partie. Les défenseurs qui... bon, Malahoff qui est souvent absent. À l'attaque, on doit souvent se fier sur un seul trio. Alors, il y a des décisions importantes qui vont devoir être prises au cours des prochaines Alain, semaines. si on résume, déception à la fin de la saison l'an dernier, mais depuis le début de la saison, on peut dire que c'est peut-être un peu surprenant ce que le Canadien a donné. Dans l'ensemble, je pense que pour le début de l'année, de la nouvelle saison, il faut donner une note très positive aux Canadiens de Montréal. Merci beaucoup, Alain. Joyeux Noël. Alors, restez avec nous parce qu'on passe immédiatement avec Bertrand Raymond. Salut, Bertrand. Bonjour. Mais là, on va parler de la Ligue nationale en général. Oui. Parce que je sais que tu pourrais me parler du Canadien, c'est évident, mais je pense que si tu retiens la saison en général, il y a eu beaucoup de changements d'instructeurs et même de directeurs gérants un peu partout dans la Ligue. Ça a été une chaise musicale dans la Ligue nationale. Écoute, il y a eu 14 changements d'entraîneurs en 1997. C'est plus de 50 ça. 8 changements au poste de directeur général. Et il y a seulement que 8 équipes qui n'ont absolument apporté aucun changement. Moi, je pense que la nouveauté, c'est le poste de directeur général. Est-ce qu'il y avait un poste plus sécur que ça dans le passé? Il y avait peut-être un congédiement de directeur général par saison. Et je pense que le remplacement de Serge Savard, de la façon dont ça s'est fait, après 4 matchs, un gars de sa stature, ça a comme ouvert les portes. Ça a comme dit à certains propriétaires, bien, si un gars comme Savard peut être congédié aussitôt comme ça, un gars qui a une telle réputation, je pense qu'on peut faire quelque chose avec le poste de directeur général, nous aussi. Et depuis que Savard est parti, ça fait 2 ans, il y a eu 11 changements au poste de directeur général. Est-ce que les propriétaires sont un peu plus nerveux à cause, justement, de la flambée des salaires? Alors, si tu ne gagnes pas avec les salaires que tu donnes à un joueur, c'est le directeur gérant qui saute? C'est sûr. On n'est pas patient du tout. Et il y a une nette insécurité aux 2 postes maintenant. Avant, c'était juste le poste d'entraîneur. Il n'y a pas de syndicat, on le sait, pour les entraîneurs, mais, nouveauté, on publie maintenant la liste des salaires, de façon à ce que tout le monde, qu'on puisse faire monter l'échelle salariale. Et c'est pour ça qu'il y a eu des grincements dedans. Quand Jacques Demers s'est contenté de 300 000, on a dit, oh, là, ils ne jouent pas le jeu qu'on devrait jouer. Alors, à défaut de la sécurité, les entraîneurs, maintenant, veulent être bien payés et veulent obtenir des contrats garantis. Oui, sauf que je reviens au salaire. Le baseball, c'est de la folie. Le basketball, c'est de la folie. Le hockey, c'est un petit peu de la folie aussi. Ah, le hockey ne peut pas se permettre ça parce qu'il a des grenailles comme droits de télévision, les revenus de droits de télévision. Alors, à ce moment-là... Les assistances baissent? Les assistances baissent. On va être obligé... Bien, ça donne naissance à cette poussée d'amphithéâtre un peu partout dans le hockey maintenant parce qu'il faut générer des revenus. Mario Lemieux qui prend sa retraite. Parce que ça aussi, je veux dire, c'est l'élément important. Parce qu'il prend sa retraite peut-être pas pour les bonnes raisons. Au contraire, lui, il voudrait jouer au hockey. Bon, il n'y a plus personne qui est capable de jouer au hockey. Oui, c'est sûr. Il y a un impact très sûr sur la Ligue. Il y a un impact sur son ancienne équipe aussi. Parce que à Pittsburgh, on a modifié maintenant avec son départ le style de l'équipe qui était très offensif pendant 12 ans. Maintenant, on joue un jeu serré. Je pense pas que si Lemieux est encore là avec Jagr, que Constantine pourrait instaurer un système défensif. Maintenant, là, on parle du meilleur marqueur de la Ligue qui venait de marquer 50 buts et qui s'en va. Mario Lemieux, on ne fera pas tous les chiffres de sa carrière, mais dans les 10 premiers marqueurs de tous les temps dans le hockey, il est 6e, il est le seul qui n'a pas joué 1000 matchs. Et je regardais ça, il y a 10 parties de 4 buts, il y a 3 parties de 5 buts. Ça a l'air de rien, ça, mais des parties de 4 buts et de 5 buts, on n'en voit jamais à Montréal. Hein? Même des compteurs de 100 points et plus, on n'en verra pas tellement cette année. J'aimerais ça quand même que tu touches à la Coupe Stanley des Red Wings, parce que les Red Wings avaient eu de la difficulté l'année précédente en finale. Ils sont tellement bien revenus, mais malheureusement, je veux dire, la tragédie, on en parle encore. Oui, ça va marquer les annales des séries de la Coupe Stanley, parce qu'on peut l'appeler la Coupe Stanley tragique. Avec l'accident de voiture qui est survenu,
On a perdu chez les Red Wings non seulement le premier défenseur de l'équipe, mais le gars qui avait terminé numéro 2 dans la course au trophée pour le meilleur défenseur de la Ligue. Et on a aussi perdu Fedorov qui a voulu monnayer cette Coupe Stanley-là. On a laissé partir le gagnant du trophée Conn Smythe, qui est Mike Vernon. Alors, c'est une équipe qui sera nouvelle cette année en finale de la Coupe Stanley, dans le sens que c'est pas certain qu'elle va pouvoir répéter son exploit. Et en terminant, là, on dit qu'on est arrivé à la croisée des chemins, qu'il faut améliorer l'attaque en général. Il y a même un comité qui a été mis sur pied. Est-ce que tu y crois qu'on va apporter des modifications? Bien, moi, dans la Ligue nationale, ça prend toujours beaucoup de choses avant qu'on apporte des modifications. On est très lent, on est très conservateur, et si jamais il y a des changements, ça va être minime, j'ai bien l'impression. Donc, tu as confiance que ça va se faire, mais à la très peu. Mais est-ce que les spectateurs vont embarquer? Bien, les spectateurs, ils vont devoir se contenter du produit qu'on va leur offrir. Et si on fait très peu, ça ne sera pas suffisant. Bien là, je trouve que le spectacle n'est pas très, très bon présentement. Puis il faut être honnête, il faut le dire. Merci beaucoup, Bertrand. Ça fait plaisir. Reste avec nous. Dans quelques instants, on va parler de l'année et du couronnement de Jacques Villeneuve. Caroline Brunet a poursuivi en 1997 le bon travail qu'elle avait effectué en canoë-kayak à Atlanta en 1996. Elle est en effet devenue la première athlète de l'histoire à balayer les 3 épreuves de K1 à un championnat du monde. Un exploit vraiment remarquable. En ski acrobatique, si le passé est garant de l'avenir, les prochains Jeux olympiques devraient être remplis de succès pour Jean-Luc Brassard et Nicolas Fontaine. C'est en effet à Nagano que Brassard et Fontaine ont remporté le championnat mondial des bosses et des sauts, respectivement, un mois avant de mettre la main sur la Coupe du monde. En plongeon, Myriam Boileau retient de 1997 la médaille d'or qu'elle a remportée à la tour de 10 mètres à la Coupe du monde. En athlétisme, à défaut de connaître du succès individuellement, Bruni Surin peut se targuer d'avoir de nouveau gagné la médaille d'or du relais 4 x 100 mètres aux championnats mondiaux. Quant à Nathalie Lambert, l'année 1997 s'est terminée sur une triste note, une vilaine blessure qui a mis fin à une glorieuse carrière. Dans le but d'attirer votre attention sur notre offre spectaculaire de taux de crédit, nous avons tout simplement décidé d'y mettre du punch. 0% de taux de crédit pendant 48 mois sur certains modèles 1997, dont Escort, Taurus, Sable, et 0% sur les Windstar et série F 1998. 0% de taux de crédit, un point, c'est tout. Une autre offre fracassante de vos concessionnaires Ford et de vos concessionnaires Lincoln Mercury. Votre mission, la même que les 5 dernières années. Compris? Passe vers Carrier et le but! Du bout du bâton! Et voilà! Victoire du Canada, médaille d'or! Voilà, messieurs, il a touché! Extérieur du bien, terminé! Le Canada remporte une 4e médaille d'or! Le Canada qui passe à l'histoire! Équipe Canada Junior à la conquête d'un 6e titre d'affilée. Voyez-les face à la Finlande, demain 11h30. Il parle jamais de ses cheveux, mais je sais qu'il s'en soucie. Je l'ai vu s'examiner dans le miroir. C'est pour ça que je lui ai acheté le shampoing et le revitalisant Pantene Pro V pour aider à garder ses cheveux vigoureux. La formule de Provitamine pénètre de la racine à la pointe, tandis que les revitalisants embellissent vos cheveux et les aident à garder leur allure vraiment saine, vraiment forte. Je vois une différence maintenant, et lui aussi. Pantene Pro V pour des cheveux qui paraissent éclatants de santé. Voici nos cadeaux pour janvier 98. Des matchs des Sénateurs, du Canadien et des Rafales. Du ski de partout, dans tous les sens. Des frappes solides qui marquent le coup. Les plus grandes vedettes du tennis et de la PGA. Une visite dans les coulisses de Benetton et un 32e Super Bowl pour couronner le tout. La bonne année commence à RDS où le sport est sans limite. Le hockey des Rafales à RDS. Pour de l'action qui tourbillonne. Larousse pense au filet, Yves Larousse. C'est renvoyé du revers. Il a été appuyé solidement le long de la rampe. Le tir est super ferme avec la vitesse. Ça mène du côté gauche pour Larouche et le but. Vendredi à 19h30, venez encourager vos Rafales. Alors qu'ils affrontent Détroit sur les ondes de RDS. Pete Sampras n'a pas été invincible en 1997, loin de là, car en 17 tournois, Sweet Pete a encaissé 11 défaites.
Cependant, Sampras a frôlé la perfection à Wimbledon. Seul Peter Korda lui a donné la frousse. Il a aussi gagné un titre du Grand Chelem en Australie tout en brillant à Hanovre après un faux pas devant Carlos Moya au premier tour du tournoi à la ronde. Sampras égale d'ailleurs le record de Jimmy Connors en terminant premier pour une 5e année de suite. Espérons qu'il sera remis de sa blessure au mollet pour le début de l'année en Australie. 88e en fin d'année 96, Gustavo Kuerten a non seulement surpris le monde entier avec son éblouissante performance à Roland-Garros, mais il a atteint le statut de héros national en devenant le premier Brésilien à gagner le plus grand tournoi de terre battue. Go, Guga, go! Que dire également de la merveilleuse saison de Patrick Rafter? Grâce en grande partie à son parcours sans bavure au US Open, l'Australien est assuré de devancer Michael Chang et de terminer l'année au 2e rang mondial. Pas mal pour un joueur qui était 62e en début de calendrier. Difficile aussi de passer sous silence l'extraordinaire épopée de Greg Rusedski qui termine la saison parmi la crème de la crème, les 10 meilleurs au monde. Vrai que les départs d'Edberg, Becker et Stich, que les ratés d'Agassi, Courier et Ivanisevic, sans oublier les blessures subies par Martin et Enquist, ont laissé un immense vide. Mais tout de même, chapeau à Rusedski qui est allé au bout de ses convictions. Pour ce qui est de Sébastien Larroux, les déceptions en simple ont été nombreuses. On n'a qu'à penser à la défaite du Canada en Coupe Davis devant la Slovaquie en qualification du groupe mondial. Larroux termine l'année 155e. Cependant, ses résultats de double ont été à la hauteur de son talent. Finaliste aux internationaux d'Australie pour une 2e année de suite, Larroux et O'Brien, qui termine l'année 7e au monde, ont remporté 2 titres à Philadelphie et Los Angeles, en plus d'avoir fait la finale à Montréal et New Haven. Dommage qu'au championnat mondial de fin d'année à Hartford, les 2 hommes se soient inclinés en demi-finale après avoir battu les meilleurs au monde, les Woodies, en ronde préliminaire. Notons aussi que Sébastien Leblanc et Grant Connell ont pris leur retraite. Chez les dames, monstrueuse domination de Martina Hingis qui a remporté 12 tournois sur les 17 auxquels elle a pris part. En fait, la Suissesse n'a perdu qu'un seul match en tournoi du Grand Chelem, sa finale échappée aux mains d'Iva Maioli à Roland-Garros. Espérons que Steffi Graf entamera la nouvelle année en pleine possession de ses moyens et que son opération au genou aura été un succès. L'Allemande n'a participé qu'à 5 tournois, perdant 3 fois devant Amanda Kotzer. Avec Monica Seles et Arantxa Sanchez en perte de vitesse, Jennifer Capriati qui n'est plus dans le coup depuis plus d'1 an, espérons que Venus Williams et Anna Kournikova sauront combler le vide apparent au sommet de la hiérarchie mondiale. Hélène Pelletier pour Sport 30 Mag. Et ajoutons simplement que Montréal a été choisi comme tournoi le plus apprécié par les joueurs, également le plus amélioré. Maintenant, si on peut avoir la chance d'être parmi les Super 7, mais il va falloir espérer, il va falloir attendre la décision au début de 98. Sport par excellence en 1997. Je sais que je vais peut-être insulter d'autres sports, mais quand même, la course automobile. Bertrand est avec nous. Salut Bertrand, ça va bien? On en a au moins beaucoup parlé. On a énormément parlé, puis revenons au début de la saison. Villeneuve était quand même favori pour gagner la F1 cette année. Ouais, Villeneuve portait comme grand favori. Pourquoi? Parce que la Williams était considérée comme la meilleure voiture, et ça a vraiment été le cas. Mais on a presque tout fait chez Williams pour perdre le titre. Après la pole de Villeneuve en Australie par 1,7 secondes sur son coéquipier Frenzen et 2 secondes sur Schumacher, l'écurie Williams s'est montrée trop confiante, avec comme résultat que le développement de la voiture n'a pas été suffisamment poussé par rapport à Ferrari, où on a eu par exemple un châssis allégé, un aileron avant flexible, un accélérateur électronique au cours de la saison. En plus, on a commencé très tôt, trop tôt, à travailler sur la voiture 98, soit dès le mois d'avril. Il faut dire aussi que chez Williams, on a pris de mauvaises décisions pour les pneus. Rappelons-nous le Grand Prix de Monaco. Pendant que Villeneuve était assis dans sa voiture à se concentrer, les membres de son écurie ne sont pas aperçus qu'il pleuvait. On a envoyé Williams en course sur des pneus lisses alors que l'asphalte était détrempé. Scénario identique en Belgique, il faut se rappeler. L'écurie Williams ne remarque pas que le ciel se dégage. On ne s'est pas informé non plus de la durée de la présence de la voiture de sécurité devant le peloton avant qu'on lance la course. Alors, grosse erreur, Villeneuve aussi a encore été mal servi sur le plan des pneumatiques. Villeneuve aussi, il a avoué 2 erreurs de pilotage. Au Canada, on s'en souviendra, il est allé devant le Conseil mondial, peut-être un peu déconcentré dès le 2e tour. Une gaffe tête à queue, c'est terminé pour lui. En Allemagne, il occupait une 7e place, un peu banale pour lui. Il a été dépassé par Trulli, a voulu reprendre sa position et partir en tête à queue, course terminée. Et finalement, il faut dire que Villeneuve a commis quelques fautes aussi en ne respectant pas des drapeaux jaunes à 4 occasions. C'est beaucoup ça, à Saint-Marin, en Belgique, en Italie et au Japon, où il a finalement été disqualifié. Mais il y a eu des très belles courses. Je pense qu'il méritait quand même son titre.
Oui, Villeneuve, c'est quand même un beau bilan. 7 victoires, 10 pole positions. Sa plus belle victoire, ça a peut-être été en Argentine, où il a démontré énormément de caractère. On sait qu'il était incommodé par une grippe intestinale. Il a néanmoins surrésisté à Eddie Irvine en fin de course. Ça a été spectaculaire. Et sa plus belle, je pense quand même, ce sera toujours à Jerez, au Grand Prix d'Europe, où il s'est montré rapide, intelligent, et aussi il n'a pas cédé sous la pression. Ça, beaucoup de personnes s'attendaient à ça. Résultat, spectaculaire dépassement aux dépens de Schumacher qui l'a surpris. Et moi, je pense que Villeneuve est devenu le seul pilote du plateau à ne pas avoir peur de Michael Schumacher sur la piste. Ça, c'est important. Et on a lu ici et là que les Britanniques, c'est peut-être là où c'est la mère patrie du sport automobile, les Britanniques n'appréciaient pas Villeneuve, c'est pas vrai. Le magazine Autosport, les lecteurs l'ont élu pilote de l'année. Ça, le magazine Autosport, c'est le plus respecté en Grande-Bretagne. Bien, tant mieux. Carpentier, lui, a eu des hauts et des bas, par exemple. Oui, ça n'a pas été facile. Le bilan global, on peut dire qu'il est quand même positif. Pourquoi? Il est recrue de l'année, ça va lui rester. Il a eu une belle deuxième place à Saint-Louis sur un ovale où il s'est monté très à l'aise sur ce genre de circuit. Malheureusement, manque de résultats en circuit routier. Pourquoi? Pas de budget pour faire des essais privés, ça n'a pas aidé, et mésentente avec son ingénieur. Alors, en 98, c'est le grand pari, je crois, pour Carpentier. Pourquoi? Oui, il sera dans une bonne écurie, ça va l'aider. Mais il va être confronté à Greg Moore, le pilote numéro 1 chez Forsythe Players, qui lui a gagné 2 courses en 97. Ça va être très, très près, l'un et l'autre, je veux dire, à l'intérieur de la même écurie. D'autres Québécois, quand même, sont illustrés. Oui, rapidement, ça a vraiment été une très bonne année. En Formule Atlantique, il y a Taliani et Godin qui ont bien fait. Il n'y a pas des voitures très performantes. Ils ont quand même eu 2 victoires chacun. Et on peut mentionner en terminant qu'au niveau là, de monoplace de base, en Formule Ford au championnat canadien, c'est un Québécois, Marc-Antoine Camiran, qui a été élu champion. Bon, bien, tant mieux. Bien, merci beaucoup. Oui, c'était une très, très belle année. Puis on va espérer la même chose pour la saison prochaine. Ça va peut-être être difficile avec les lois anti-tabac, ça n'aidera pas pour des filières. Ou c'est peut-être notre dernière année. Peut-être. Merci beaucoup. Restez avec nous dans quelques instants. On parlait des expos. Les expos, ben, c'est du déjà vu, mais c'est une première également avec le Cy Young à Montréal. L'année 1997 n'en fut pas une très bonne pour les Roadrunners de Montréal, ni pour l'entière Ligue internationale de roller hockey. Plusieurs équipes ont disparu avant même que la dernière saison ne débute. Quelques autres ont fermé les livres à l'issue de la campagne 97. Pour ce qui est de l'avenir, c'est l'incertitude. Une rencontre des gouverneurs de la Ligue a été remise à 2 reprises à l'automne. On peut se demander si elle aura lieu un jour. Bien plus, on peut se demander si la Ligue sera de retour en 98. À Montréal, la saison s'annonçait pas mal pour les Roadrunners avec le retour de Patrice Lefebvre, mais tel ne fut pas le cas. Après un début laborieux, l'entraîneur-chef Martin Raymond a cédé sa place à son patron, Richard Sévigny. Et Lefebvre, sur qui la publicité de l'équipe était principalement axée, a préféré quitter au beau milieu de la saison. Un autre retour à Montréal, plus tardif celui-là, celui de Guy Rouleau, n'aura pas empêché les Roadrunners de disparaître rapidement en séries éliminatoires. Amateurs de soccer, voici votre émission, Génération Soccer. Chaque samedi, suivez les exploits de vos équipes et de vos joueurs préférés. Et pour vous mettre dans le bain de la prochaine Coupe du monde de soccer, on vous montre les faits saillants de la dernière semaine. Des jeux spectaculaires, des buts à vous couper le souffle. Un véritable tour du monde. Génération Soccer vous offre des bilans remplis d'informations exclusives. Génération Soccer, le samedi à 8h30. Le football Budweiser de la NFL. Laissez-vous transporter par l'action des éliminatoires, samedi et dimanche à RDS. Pringles, quand on croque, on craque. Amateurs de hockey, RDS répond à vos besoins avec la Ligue en question. En compagnie de nos experts, on vous met au courant des dossiers chauds de la Ligue nationale. Des statistiques, des analyses et des reportages signés Sylvain Pedneau. De retour d'un voyage parfait dans l'Ouest et fort... Sans oublier les nouvelles de vos glorieux.
Bertrand Raymond, Pierre Bouchard, Marc Simoneau et votre hôte Pierre Houde vous attendent à la Ligue en question, samedi 19h à RDS. Du soccer intérieur. Suivez l'Impact de Montréal à sa première saison sous un toit couvert. Plus vivant, plus dynamique et des buts à profusion. C'est l'Impact de Montréal face à Saint-Louis, ce dimanche 19h à RDS. Les personnes que j'haïssais le plus au monde, c'était les second guessers. Celui qui disait « Bergeron aurait dû faire ici » ou « Bergeron... » Puis je me disais, lorsque j'ai arrivé dans les médias, jamais je vais faire ça. On ne peut amorcer la revue de l'année sur la scène du golf autrement qu'en parlant du retour fracassant de l'Omnium canadien Bell au Québec. Évidemment, tous les yeux étaient rivés sur Tiger Woods. En conférence de presse, le golfeur de 21 ans n'a pas tardé à gagner le cœur des Montréalais. Well, the Canadians play here, Expos. It's cold as hell in the winter. Woods ratera cependant la coupure pour la première fois de sa carrière lors d'un tournoi. La surprise de taille lors de cette semaine a été la brillante ronde initiale de 67 de Stéphane Talbot, qui, à la surprise générale, s'est retrouvé sur le tableau des meneurs. En accédant aux 2 rondes finales, Talbot a prouvé qu'il était capable de rivaliser avec les meilleurs au monde. Le brio de Talbot sur le circuit de la GPQ lui vaudra également des commandites majeures. Talbot échouera cependant aux qualifications de la PGA américaine et européenne. Engagés dans une lutte à finir, Steve Jones et Greg Norman se sont occupés du spectacle pour la fin de semaine. Jones a finalement eu le dessus sur le grand requin blanc en concrétisant sa victoire au 72e et dernier trou. Vraiment une semaine inoubliable. Eh bien, si Woods a déçu à Montréal, le début de saison de la jeune sensation s'annonçait comme une véritable domination, une sorte de renouveau sur le circuit de la PGA. D'abord, une victoire spectaculaire en prolongation dès le premier tournoi de la saison, au championnat Mercedes, des coups tout à fait spectaculaires. Puis en avril, c'est la consécration au tournoi des maîtres. Une écrasante victoire de 12 coups sur son plus proche rival, le fameux veston vert à l'âge de 21 ans. Woods a remporté 2 autres tournois avant de connaître une baisse de régime. Il a terminé l'année au premier rang des boursiers en devenant le premier joueur du circuit régulier à empocher plus de 2 millions en bourse en une saison. La QV 97 a été aussi celle de la nouvelle garde. Ernie Els, 27 ans, champion de l'Omnium des États-Unis. Justin Leonard, 25 ans, avec 2 victoires, a été couronné champion de l'Omnium britannique. Davis Love III, 33 ans, 2 victoires, 13 fois dans les 10 premiers, a savouré son premier triomphe lors d'un tournoi majeur en remportant le championnat de la PGA. Sans oublier enfin David Duval, 26 ans, 2e boursier avec 3 victoires consécutives en fin de saison. Il y a eu aussi la Coupe Ryder disputée cette année en Espagne. Elle a été l'affaire des Européens qui ont conservé le précieux trophée malgré une équipe américaine surdouée. Chez les seniors, un seul nom, Ayler Wynn, avec 9 gains. Le golfeur de 52 ans est devenu le premier golfeur de tous les temps à mettre la main sur 2 millions en bourse en une saison. Et enfin, sur le circuit de la LPGA, la Suédoise Annika Sorenstam a été élue joueuse de l'année grâce à ses 6 victoires et plus d'1 million en bourse. Un reportage de Daniel Melançon. On parlait baseball maintenant, et il a même interrompu ses vacances pour être avec nous. C'est Denis Casavant. Salut Denis, ça va bien? Bonsoir Claude, ça va bien. Denis, si on demande le bilan de la saison, l'impression qu'individuellement, ça a été très bon. C'est collectivement que ça n'a pas été tellement brillant. Oui, exactement, Claude. On a eu des très bonnes saisons, comme tu le mentionnes, sur le plan individuel de Pedro Martinez, de Mike Lansing, également de Russell Honnock en attaque, pas en défensive, mais en attaque avec ses 54 doubles. Point de vue d'équipe, on a eu 2 saisons en une. Première moitié, les Expos ont été très surprenants. En deuxième moitié, le retour à la normale. Et on a quelques matchs, justement, qui résument bien cette première moitié intéressante du côté des Expos. D'abord, le 7 mai à San Francisco, les Expos marquent 13 points en 6e manche, un record d'équipe et un record de la Ligue nationale, en route vers un gain de 19-3 contre les Giants. Et dans cette 6e manche historique, les Expos envoient 17 frappeurs au bâton, 13 coups sûrs, dont 8 de suite. Mike Lansing frappe 2 circuits, un record d'équipe dans cette 6e manche. Les Expos avaient également marqué 5 points en 5e, donc 18 points en 2 manches, un record de la Ligue nationale dans une victoire de 19-3. Ça se passait au mois de mai. Le 16 mai au Stade olympique, quelques jours plus tard, encore contre les Giants de San Francisco, la plus imposante remontée de l'histoire des Expos. Ils tiraient derrière 11-2 après 3 manches. Les Expos marquent 4 points en 4e, 3 en 5e et 3 en 6e pour prendre les devants 12-11. Et ils l'emportent finalement sur ce simple de David Siggy en 9e manche, une victoire
de 14 à 13 contre les Giants de San Francisco. Et le point culminant de la première moitié et de la saison des Expos, Claude, survient le 1er juillet à Toronto. Devant 50 000 spectateurs au Skydome, le grand Jeff Juden éclipse Roger Clemens en retirant 14 frappeurs sur des prises dans une victoire des Expos 2-1 lors de la Fête du Canada. Et à ce moment, les Expos ont une fiche de 11 matchs au-dessus de 500. Tous les espoirs sont permis. D'ailleurs, Claude, lorsqu'on regarde la première moitié des Expos, ils ont également compilé une fiche de 12 victoires, 3 défaites contre les équipes de la Ligue américaine dans les matchs interligues. Meilleur dossier du baseball majeur. Mais on connaît la suite, deuxième moitié très difficile, le retour à la normale. Malheureusement, les Expos vont être encore dans le national l'an prochain. Oui. Ils ne jouent pas dans l'américaine. Je vais parler de Pedro maintenant parce que Cy Young et enfin, c'était le joueur par excellence durant toute l'année. Aucun doute. Le joueur de l'année chez les Expos, Pedro Martinez, en vertu de sa fiche de 17 victoires, 8 défaites, moyenne de points mérités de 1,90. 305 retraits au bâton pour Pedro Martinez. Le premier lanceur de l'histoire des Expos a mérité le trophée Cy Young. Pedro a réalisé 18 parties avec 10 retraits au bâton ou plus. Il a atteint le plateau des 300 retraits au bâton le 25 septembre au Stade olympique aux dépens des Marlins de la Floride et de Kurt Abbott. Il devenait seulement le 14e lanceur de l'histoire à obtenir 300 retraits au bâton en une saison. Mais il faut également parler du grand ménage. Ça, c'est pas nouveau. Ça se fait à peu près à chaque année. Mais encore cette année, les gros noms sont partis. On peut dire que le nouveau slogan des Expos, c'est vers 2001. Ça, c'est le message maintenant du président Claude Brochu. On mise sur 2001, sur un nouveau stade. On veut former une équipe qui pourrait être championne ou compétitive dès 2001 avec l'arrivée d'un nouveau stade. On imite un peu ce que les Pirates de Pittsburgh ont fait en 1997. Les Expos vont donc réduire leur masse salariale à 10 millions pour 1998. Au mois de juin, Claude Brochu a dévoilé les grandes lignes de son stade au centre-ville, ce qu'on aimerait avoir pour l'an 2001. Et il y a plusieurs joueurs qui ne seront pas de retour, donc les plus hauts salariés de l'équipe ne seront pas de retour cette saison. Entre autres, Pedro Martinez, bien sûr, qui est passé à Boston pour Carl Pavano, Mike Lansing au Colorado pour 2 lanceurs des Ligues mineures, Henry Rodriguez aux Cubs pour Miguel Batista, David Siggy et Darren Fletcher quittent comme joueurs autonomes et Dave Pierce, lui aussi, a été échangé aux Rockies du Colorado. Donc, le grand ménage, les 6 plus hauts salariés qu'on aperçoit ne seront pas de retour l'an prochain. Quand tu parles des grands salariés, donc il reste quoi? Il reste White, il reste Perez. C'est ça, White, 2 millions. Il reste Brulotte. C'est ça. Roger est 3e maintenant chez les plus hauts salariés de l'équipe. Est-ce que c'est lui qui paye au moins les repas sur la route? Non, je pense qu'il n'y a pas vraiment un bon compte de dépenses parce que souvent, il ne ramasse pas la facture sur la route avec eux. On va parler maintenant en général au baseball, parce que les joueurs de l'année, il faut quand même les mentionner aussi. Les joueurs par excellence, on a bien sûr Ken Griffey Jr. dans la Ligue américaine avec les Mariners de Seattle, 56 circuits, 147 points produits. Dans la Ligue nationale, un ancien des Expos, le premier Canadien à être choisi joueur par excellence, Larry Walker avec les Rockies. Mais peut-être le joueur de l'année, selon moi, il faut le donner à Mark McGwire. Pourquoi McGwire? 58 circuits, ça c'est le plus haut total depuis Roger Maris, 61 circuits en 61. Mais dans 2 ligues, il a été échangé à la fin juillet dans une nouvelle ligue, des nouveaux lanceurs avec les Cards de Saint-Louis. Il a quand même frappé 24 circuits en 2 mois avec les Cards. Et les Marlins ont acheté un championnat juste pour un an? On peut dire qu'on a loué la Série mondiale, comme M. Eisenga faisait avec Blockbuster Vidéo, où il a fait beaucoup d'argent. La recette maintenant pour remporter la Série mondiale, selon les Marlins, on dépense 90 millions sur le marché des joueurs autonomes. On accuse un déficit de 30 millions à la fin de l'année. Et après avoir gagné la Série mondiale, on échange nos meilleurs joueurs et on met l'équipe à vendre. Alors ça, c'est la recette des Marlins. Un peu inquiétant pour le baseball majeur, ce que les Marlins ont fait en 97. Espérons que ce ne sera pas la même recette à Montréal. Merci beaucoup, Denis. Merci, Claude. Restez avec nous dans quelques instants. On va parler des Alouettes. Les Alouettes, le plus de victoires en une saison. Les Bulls de Chicago résument à peu près à eux seuls l'année 1997 de la NBA. L'équipe de Phil Jackson a remporté un 5e championnat en 7 ans, après avoir présenté un dossier exceptionnel de 69 victoires et seulement 13 revers. Sur le plan individuel, Michael Jordan a inscrit un record du circuit avec un 9e championnat des marqueurs, tandis que Dennis Rodman a mérité un 6e titre au chapitre des rebonds. Et c'est sans parler des frasques de Rodman, aussi nombreuses que spectaculaires. Lorsqu'on se penche sur le Japon du 16e siècle, on remarque que son histoire est... À RDS, vivez l'action mur à mur. Voyez les Canadiens et les sénateurs se frotter aux meilleurs de la Ligue nationale. De plus, on vous implique au cœur de l'émission avec nos animateurs et vos joueurs préférés. 100% hockey, 100% sport. Voyez nos glorieux face à l'Avalanche du Colorado en direct lundi soir 21h au Réseau des Sports. Vous êtes dans le noir quand vient le temps d'effectuer un travail? Plus maintenant grâce au tout nouveau tournevis éclairé Light Driver 2.
Le jet lumineux de ce tournevis facilite vos tâches domestiques et libère vos mains d'une lampe de poche encombrante. Ne restez plus dans l'ombre, procurez-vous le tout nouveau tournevis éclairé Light Driver 2. Hey, attention, boss, tombez pas dans le punch. Oh, ben, de toute façon, le monde le sait, c'est pas comme avant. Pas besoin d'attendre d'être bien magané pour se laisser conduire par le bon sens. Hey, fille, attention, c'est pas un sofa, ça. C'est mon chum. En tout cas, moi, si j'ai juste un petit coup de fatigue ou si je prends un verre, j'appelle un parent, un ami, un taxi ou j'appelle les rouges. Hey, gang, un petit drink avant de partir? Il y a certaines règles à respecter pour réaliser une suite qui plaira au public. Il y a toujours plus de morts. Les scènes d'horreur sont bien plus élaborées et tout le monde est un suspect. Le nouveau thriller de Wes Craven, Frisson 2, présentement à l'affiche. Et le 25 décembre, le Père Noël vous réserve une surprise. Pam Grier, Samuel L. Jackson, Bridget Fonda et Robert De Niro dans Jackie Brown. Consultez le Journal de Montréal. Voici nos cadeaux pour janvier 98. Des matchs des Sénateurs, du Canadien et des Rafales. Du ski de partout, dans tous les sens. Des frappes solides qui marquent le coup. Les plus grandes vedettes du tennis et de la PGA. Une visite dans les coulisses de Benetton et un 32e Super Bowl pour couronner le tout. La bonne année commence à RDS où le sport est sans limite. Célébrons le plaisir de l'activité physique. Depuis 25 ans, Participation. Comme à tous les ans, l'année 1997 de la NFL s'est amorcée avec la fin de la saison 96 et la présentation de son Super Bowl. Le 31e de l'histoire s'est terminé à l'avantage des Packers de Green Bay qui l'ont emporté 35-21 sur les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Desmond Howard a été choisi non sans raison, le joueur du match. Son retour de beauté de 99 verges au troisième quart a complètement anéanti les espoirs des Patriots. Et on va continuer le football, mais on va parler des Alouettes. David Arsenault est avec nous. Salut David, ça va bien? Salut Claude, très bien. David, je dirais que cette année, c'est un nouveau départ dans le fond parce qu'il y a eu des nouveaux propriétaires et un engouement différent. Oui. À pareille date l'an dernier, on se rappelle, les anciens propriétaires des Alouettes avaient beaucoup de problèmes. Ils venaient d'essuyer des pertes d'1 500 000 $ à 2 millions pour la saison 1996. On parle ici du docteur Michael Gelfand et James Spiros. La Ligue canadienne a décidé de retirer à ce moment la concession des mains de ces deux messieurs et on a finalement trouvé un nouveau propriétaire en Robert Whittenhall, qui est un New-Yorkais qui a jadis co-détenu les Patriots de Boston dans la Ligue américaine de football. Et l'une des premières tâches de M. Whittenhall a été de choisir un nouveau président et il l'a trouvé en l'ancien commissaire de la Ligue canadienne, Larry Smith, un gars bien connu à Montréal pour avoir porté les couleurs des Alouettes. Et Larry Smith, dès son entrée en fonction du côté des Alouettes, a dû choisir un nouvel entraîneur-chef. Il l'a trouvé en son coordonnateur défensif la saison dernière chez les Alouettes, Dave Ritchie. Ritchie a donc remplacé Bob Price, qui avait remis sa démission. Il est donc devenu le 14e entraîneur-chef de l'histoire des Alouettes et tout était en place pour une autre saison. Et en fond, malgré tous ces changements-là, on peut dire que c'est la meilleure saison dans l'histoire des Alouettes. Du moins sur le plan victoire. Ça a tellement bien débuté, d'ailleurs, avec 3 victoires. 3 victoires dès le départ. Mais au départ, les amateurs se demandaient qu'adviendra-t-il des Alouettes? Parce que Grant Carter avait décidé de ne pas revenir pour aller tenter sa chance du côté de la NFL. Michael Sauls pensait ne pas revenir. Même chose pour Tracy Ham, Mike Pringle. Finalement, tous ces vétérans, à l'exception de Carter, sont revenus. Et on a donc bien commencé. 3 victoires dès le départ. Et par la suite, on a terminé la saison avec 10 victoires lors des 12 derniers matchs pour boucler le calendrier régulier avec une fiche de 13 victoires et 6 revers. Et comme vous le mentionniez, aucune formation dans l'histoire des Alouettes n'avait réussi à remporter 13 matchs au cours d'une même saison. Et si on jette un coup d'œil au classement final dans la division Est, les Argonauts de Toronto ont terminé en tête avec 15 victoires et 3 revers, mais au deuxième rang, les Alouettes de Montréal avec donc 13 victoires. Ce fut une très belle saison dans l'ensemble. La seule ombre au tableau, les faibles assistances, ils étaient moins de 9 000 par match au Stade olympique, évidemment avant que l'on dispute un premier match éliminatoire au Stade Molson. Oui, et comme tu le mentionnais, avec 10 en 12, parce qu'à un certain moment, c'était 3-3 durant la saison. Ça aurait pu s'en aller par en bas. Au contraire, ils sont partis par en haut. Il faut souligner la performance de Pringle, parce que pas juste le nombre de verges, mais l'impact qu'il y a eu sur l'équipe.
1997 a été la saison de Mike Pringle. On savait qu'il était un très bon porteur de ballon, l'un des meilleurs demi de l'histoire de la Ligue canadienne, mais il l'a véritablement prouvé au cours de cette saison 1997. Il a battu plusieurs records d'équipe, égalé quelques records de la Ligue canadienne. Il a notamment battu le record établi par David Green en 1979 avec 1678 verges. Pringle, lui, a porté son total cette saison à 1775. C'est sa deuxième meilleure saison à vie dans la Ligue canadienne. Il a également disputé 10 matchs de 100 verges ou plus au sol, ce qui égale un record établi par Robert Mims en 1991. On parle ici d'un record de la Ligue canadienne. Donc, une saison fantastique pour Mike Pringle. Mais il faudrait quand même donner un peu de crédit à Michael Sauls, parce que je comprends qu'il y a eu seulement 2 touchés. Et ce bonhomme-là a peut-être changé son rôle. Et si Pringle avait des belles trouées, c'est souvent à cause de Sauls. C'est un point très juste que vous apportez, Claude, parce que Michael Sauls en a beaucoup parlé de ses statistiques. On disait Michael Sauls n'est pas utile aux Alouettes parce qu'il n'a pas le même nombre de touchés que la saison dernière. 8 en 96, 2 en 1997. Mais à l'âge de 30 ans, Michael Sauls s'est découvert comme un autre joueur. On a vu sur le terrain, il est en mesure d'effectuer de bons blocs, a été très utile. Et on parle beaucoup de la ligne offensive des Alouettes, mais Michael Sauls a eu un grand mot à dire dans les succès de Mike Pringle. Et justement, au terme de la présente saison, il a déclaré « Je me suis découvert comme un autre joueur et j'ai découvert que j'avais d'autres forces sur le terrain. » Puis je pense que cette année, j'ai peut-être pas prouvé à d'autres personnes, mais je l'ai prouvé à moi que c'est peut-être les blocs sont presque le sens plus fort de ma match. Fait que j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, le style de joueur que je suis, puis je pense que j'ai aidé cette personne, puis je pense que tout le monde sur la ligne offensive a aidé. Puis, comme je vous dis, même si les personnes ne savent pas, je suis vraiment fier de ma saison. Et l'avenir des Alouettes maintenant? On sait que les Alouettes disputeront leurs prochains matchs locaux au Stade Molson de l'Université McGill en 1998. Ce sera un hiver fort chargé pour le directeur gérant Jim Popp, puisque 15 joueurs deviendront autonomes à partir du mois de février. Et on retrouve de gros noms. Jock Climey pourrait fort probablement annoncer sa retraite, peut-être Paul Randolph. 2 joueurs tenteront leur chance dans la NFL, Alfred Payton et Chris Armstrong. Jim Popp tentera évidemment d'améliorer certains aspects sur le terrain. On parle de besoin au niveau des receveurs de passe, également au niveau des secondeurs, ajouter un peu plus de rapidité. Peut-être un gars comme Vercheval pour arriver à Montréal? Oui, Pierre Vercheval des Argos de Toronto est maintenant devenu joueur autonome et on sait qu'il aimerait terminer sa carrière avec les Alouettes. Donc Jim Popp, je crois, va véritablement tenter d'acquérir les services de Pierre Vercheval. Si tu avais à choisir peut-être 3 éléments importants de la saison, ce serait quoi? Bien, on pourrait peut-être jeter un coup d'œil à ces 3 moments forts de la saison 1997 des Alouettes. En 3e position, j'ai choisi le botté de dégagement de Mike Vanderjagt qui a été bloqué par Bruno Eppel. Vieux Montréal. Vieux Montréal. Bruno Eppel qui a finalement marqué son premier touché dans la Ligue canadienne et ça procurait aux Alouettes une première victoire en 6 affrontements contre les Argos. Toujours contre les Argos, mais cette fois au Skydome de Toronto lors de la finale de la Division Est. Quel retour de botté de Chris Wright, 70 verges pour le toucher. Les Alouettes se sont inclinés 37-30, mais plusieurs ont dit que c'était le match de la finale de la Coupe Grey en 97. C'est le match qui représente le plus la saison 1997, le match au Stade Molson de l'Université McGill et une rencontre de 264 verges pour Mike Pringle, qui battait un record des séries établi par Skip Walker en 82. Le match au Stade Molson a probablement sauvé le football canadien à Montréal. Et moi qui pensais que tu choisirais au moins ta performance avec ton casque de poêle à Toronto. Je sais que plusieurs personnes m'ont envié, mais que voulez-vous, j'étais bien au chaud et j'ai fait l'envie de plusieurs. Merci beaucoup, David. Merci, Claude. Restez avec nous dans quelques instants. On va parler d'hockey junior. Et si l'an dernier, le repêchage avait été moyen, ben, cette année, avec Vincent Lecavalier, tout est possible. L'événement de l'année dans le monde de la boxe a été le match revanche Holyfield-Tyson. Une victoire controversée de Holyfield qui n'a pu se défendre contre une vilaine morsure à l'oreille de Tyson, qui a reçu une amende de 10 millions et a vu son permis de boxeur être révoqué pour 1 an. Le combat de l'année a opposé Arturo Gatti, champion du monde de l'IBF, à Gabriel Ruelas. Dans une guerre sans merci, Gatti a une fois de plus eu le dernier mot en passant le KO à son rival. Après ce combat, Gatti a fait le saut chez les légers où il est classé 2e. Sur la scène locale, le Montréalais Otis Grant est devenu champion du monde des poids moyens de la WBO en défaisant Ryan Rhodes en Grande-Bretagne. Il est le 5e Québécois de l'histoire à devenir champion du monde. De son côté, Stéphane Ouellet a connu une année en 2 temps. Ouellet a été classé premier aspirant de la WBC, mais son inactivité et son indiscipline auront encore une fois mis sa carrière en danger.
Contrairement à Ouellette, Éric Lucas a poursuivi sa belle ascension avec 3 victoires convaincantes. Et enfin, Hercules Kivelos a effectué des débuts prometteurs chez les pros avec 4 victoires en autant de combats. Ici Patrick Huard. La gymnastique rythmique développe souplesse, coordination et concentration chez les jeunes femmes handicapées intellectuellement. Le défi sportif, ça c'est du sport. Le gouvernement du Canada félicite les mardis cyclistes de la Chine, nommés événement de l'année niveau canadien. Lors du 25e gala Sport Québec. Les personnes que j'haïssais le plus au monde, c'était les second guessers. Celui qui disait « Bergeron aurait dû faire ici » ou « Bergeron... » Puis je me disais, lorsque j'ai arrivé dans les médias, jamais je vais faire ça. Des fois, je le fais. Ici Patrick Huard. La gymnastique rythmique développe souplesse, coordination et concentration chez les jeunes femmes handicapées intellectuellement. Le défi sportif, ça c'est du sport. Les Rafales de Québec ont bien débuté l'année 97, récoltant 23 victoires, 16 défaites et 4 défaites en fusillade. Malgré un départ assez lent, l'équipe s'est bien replacée en deuxième moitié de saison et a terminé sa première campagne avec 93 points, le 4e rang de la puissante division nord-est de la Ligue internationale. En série, Québec fut éliminé en deuxième ronde au printemps dernier par les puissants Vipers de Détroit. Détroit devait filer ensuite vers la Coupe Turner. L'été 97 fut très chaud pour les Rafales. D'abord, Joe Bocchino a dû composer avec le départ de 8 vétérans de la dernière saison. Parmi ceux-là, Jesse Bélanger. Faute de budget, les Rafales ont dû le laisser partir pour Las Vegas. Par contre, les retours de Steve Larouche, Jason Ruff et Mark Rogers représentent des bases solides pour reconstruire pour l'année suivante. Stéphane Beauregard, fort utile au cours de l'année 1997, a été remplacé adéquatement par le jeune Frédéric Deschênes et Tom Draper, un vétéran de la Ligue internationale. Les problèmes n'ont pas tous été réglés, particulièrement chez la haute direction de l'équipe. Le départ de Jacques Campeau, président du club, ne s'est pas fait sans fracas. Ayant échoué dans sa tentative d'amener des investisseurs québécois à devenir partenaires avec les propriétaires d'Atlanta, Campeau fut congédié. Il aura plus tard déposé une poursuite contre ses anciens patrons. Après un début de saison fort respectable à l'automne de 97, les Rafales s'enlisent. La faiblesse des assistances force le directeur gérant à opérer avec des budgets on ne peut plus restreints. On doit se tourner vers des joueurs plus jeunes qui ne sont pas prêts à relever le défi de la Ligue internationale. Situation frustrante pour Jean Pronovo qui passe par la période la plus difficile de sa carrière d'entraîneur. Le producteur de télévision Bob Dawson a tenté de faire l'acquisition des Rafales. Après d'intenses négociations avec les propriétaires actuels, les deux groupes n'ont pu en venir à une entente. Sous les conseils de son avocat, maître Jean-Paul Boilly, Dawson s'est donc retiré.
Il semble maintenant que 2 autres groupes manifestent de l'intérêt pour l'équipe. Les pertes encourues par l'exploitation des Rafales ici à Québec depuis le transfert de la franchise font craindre les investisseurs potentiels. Les Rafales joueront leur avenir, et ce, dès le début de l'année 1998. Martin McGuire, à Québec. Votre mission, la même que les 5 dernières années. Compris? Passe vers Carrier et le but! Du bout du bâton! Et voilà! Victoire du Canada, médaille d'or! Voilà, messieurs, il a touché! Extérieur du virage, terminé! Le Canada remporte une 4e médaille d'or! Le Canada qui passe à l'histoire! Équipe Canada Junior à la conquête d'un 6e titre d'affilée. Voyez-les face à la Finlande, demain, 11h30. Pringles, quand on croque, on craque. Regardez les matchs de la NFL à RDS et vous pourriez vous envoler vers le soleil de la Californie pour assister au Super Bowl à San Diego le 25 janvier prochain. Entre le 20 décembre et le 4 janvier, lors des matchs de la NFL à RDS, identifiez le héros mystère. À gagner, un voyage pour 2 comprenant avion, hôtel pour 1 semaine à San Diego, 2 billets pour assister au Super Bowl et 1000 $ américains en argent de poche. De plus, GMC vous offre l'utilisation de Pick-up Sierra pour la durée de votre séjour. Ne manquez pas le football de la NFL sur les ondes de RDS. Le football Budweiser de la NFL. Laissez-vous transporter par l'action des éliminatoires, samedi et dimanche à RDS. Tous les espoirs sont permis à l'Impact en début d'année. À sa 5e saison d'existence dans la nouvelle Ligue A, les joueurs de Valerio Gazzola forment une équipe à la fois jeune, rapide et expérimentée, ayant terminé premier les 2 années précédentes. Bref, il est tout à fait logique de rêver aux séries ainsi qu'au championnat de la saison. Comme prévu, l'Impact domine le circuit, terminant la saison régulière au premier rang du classement général avec 21 victoires contre seulement 7 défaites. Du côté de l'attaque, les noms de Biello, Tilly et Lowe reviennent le plus souvent. Biello est même nommé joueur de l'année. Devant les buts, Paolo Ceccarelli aurait très bien pu mériter la palme pour une 2e année de suite, lui qui a réussi 10 des 15 blanchissages de l'équipe. Une fois les séries arrivées, les choses commencent du bon pied. En première ronde, l'Impact élimine facilement le Lynx de Toronto en 2 matchs. Mais cette situation ne dure que le temps d'une chanson. Se mesurant aux Rough Riders de Long Island en 2e ronde, le 11 montréalais est éliminé hâtivement pour une 3e année consécutive en fusillade. La frustration est évidemment palpable après ce match. L'entraîneur-chef Valerio Gazzola est également écorché de plein fouet par ses troupes. On doit avoir une direction sur le terrain. Je pense qu'on n'avait pas une direction. C'est le résultat final. 3 jours plus tard, en conférence de presse, le président de l'équipe, Joey Saputo, relève Gazzola de ses fonctions. Ce dernier est promu au poste de directeur technique et aura son mot à dire quant à son successeur qui dirigera dorénavant l'équipe à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, dans la NPSL. Du centre Claude Robillard, l'Impact part à l'aventure en déménageant ses pénates au centre Molson. Le nouvel entraîneur-chef est officiellement nommé le 21 octobre. Johan Arniaud, un entraîneur possédant une vaste expérience tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, est désigné comme l'homme de confiance du groupe Saputo. Le début de l'ère Arniaud prend son envol le 25 octobre. Après seulement 2 semaines de camp d'entraînement, l'Impact s'incline à son premier match à Buffalo avant de subir une défaite contre Détroit au centre Molson. Le premier gain historique survient 1 semaine plus tard, lorsque l'Impact l'emporte 17-4 contre Edmonton.
Au plan de la visibilité de son produit, aucun doute que l'Impact vise juste en présentant du soccer 12 mois par année. L'organisation mérite maintenant d'être considérée comme majeure. Sauf qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Il faut rechercher une clientèle fiable. Et jusqu'ici, cette saison, moins de 6 000 spectateurs se sont présentés en moyenne à chacun des matchs. Ici Daniel Melançon, à Montréal. On parlait d'hockey junior maintenant. L'année a débuté avec l'événement par excellence, une 5e médaille d'or de notre équipe. D'ailleurs, au moment où on se parle, ils s'en vont pour une 6e. Mais sur le plan local également, il s'est passé beaucoup de choses. Stéphane est avec nous, vous nous en parlez. Salut Stéphane, ça va bien? Oui, Claude, ça va bien. Stéphane, sur le plan local, il faut parler de la Coupe Memorial, une deuxième. Deuxième année de suite, hein, après 25 ans d'absence, on l'a eu 2 ans de suite. Et cette année, ça a été les Olympiques de Hull qui ont répété l'exploit des Prédateurs de Granby la saison précédente. Les Olympiques ont travaillé toute la saison en fonction de cette Coupe Memorial-là. On a fait des transactions qui s'imposaient en allant chercher Christian Dubé à Sherbrooke, en allant chercher Martin Etier et Martin Biron à Québec, ainsi qu'en allant chercher un joueur comme Mathieu Descoteaux à Shawinigan. La finale de la Coupe Memorial, ça a été évidemment le summum de cette saison. Le match contre Lethbridge, je pense que la foule était endiablée. Le fait qu'ils ont joué devant leurs partisans, ça a apporté tout un autre cachet que Granby avait peut-être pas vécu l'an passé, même si Granby ramenait cette fameuse Coupe Memorial. Et quelle l'étoile qu'on n'attendait pas en Christian Bronsard. C'était vraiment, on l'avait dans les rangs, on a pensé aller chercher un autre gardien, mais finalement, c'est Christian Bronsard qui a été là. Les arrêts qu'il a fait au cours de ce match-là, les joueurs de Lethbridge vont en rêver toute leur vie. Alors, ça a donné la Coupe Memorial aux Olympiques de Hull, une deuxième consécutive, donc, pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ce qu'il faut dire, par exemple, Claude, c'est qu'en 98, ça pourrait être difficile de répéter. Je sais que le slogan dit « jamais 203 », sauf qu'il n'y a pas d'équipe aussi dominante cette saison que Granby et Hull au cours des 2 dernières années. Victoriaville fait des transactions pour s'améliorer, mais est-ce que ce sera suffisant? Surtout que la Coupe est dans l'Ouest cette année, ça devient beaucoup plus difficile à ce moment-là. C'est ça. Attendons de voir un peu s'il y a des équipes qui vont vouloir un peu se pacter des clubs comme l'an dernier. Par contre, après la Coupe Memorial, il y a eu le repêchage, et là, on a peut-être été un petit peu déçus du repêchage québécois. On a été un petit peu déçus. Ça n'a pas été une année extraordinaire au repêchage qui a eu lieu à Pittsburgh. Par contre, Claude, il y a eu un événement qu'il faut retenir. Ça a été la sélection du gardien de but des Foreurs de Val-d'Or, Roberto Luongo. Un nouveau record sélectionné, le 4e au total par les Islanders de New York. Roberto Luongo, donc, écrivait une page d'histoire à ce moment-là. Jamais un gardien auparavant n'avait été repêché si rapidement. Donc, Luongo qui fait partie de l'équipe nationale, donc on pourra le surveiller au cours des prochains jours. Il y a eu seulement un autre joueur repêché en première ronde. C'est aussi un gardien de but, Jean-François Danfous, qui a été repêché par les Devils du New Jersey. Mais seulement 19 joueurs, Claude, ont été repêchés. C'était le plus faible total pour la Ligue junior majeure du Québec depuis les années 89 et 90. Mais Claude, cette année, ce qu'il faudra retenir, si ça n'a pas été bon l'an passé, ça va l'être beaucoup grâce à lui cette année parce qu'il devrait être le premier choix de la Ligue nationale, Vincent Lecavalier de l'Océanique de Rimouski. On parle beaucoup de Lecavalier, on parle de ses statistiques extraordinaires. La plupart des gens disent qu'il est meilleur que Joe Thornton, qui a été repêché numéro 1 l'an passé. Et il y en a d'autres aussi. On vous a préparé un tableau d'autres joueurs. On aurait pu en mettre une douzaine, mais ceux-là, c'est peut-être ceux qui vont être parmi les premiers. Là, on parle de la première, deuxième ronde pour ces joueurs-là. Donc, ça devrait être une très bonne année au repêchage cette année qui aura lieu à Buffalo. Mais il y a eu des changements également. On pense que Granby est parti, Cap-Breton est arrivé. Oui, ça, c'est un petit peu le résumé de l'année aussi. Les Prédateurs de Granby qui ont quitté, ça a été dommage. Un an après la conquête de la Coupe Memorial, les Prédateurs de Granby qui ont disputé, on voit les images, leur dernier match, le 1er avril, c'était pas un poisson d'avril, c'était vraiment le cas contre les Foreurs de Val-d'Or. Ça a donné une 3e concession dans les Maritimes, les Screaming Eagles. Le retour de l'entraîneur-chef Danny Dubé qui dirige cette équipe-là, qui a beaucoup de problèmes cette année. Et c'est un petit peu compréhensible, un petit peu comme Hull. Le Drakkar de Bécomo, une autre concession dans la Ligue junior majeure du Québec qui ont sélectionné Jonathan Gauthier comme tout premier choix au repêchage. Sauf que le meilleur joueur de ce repêchage-là, ça semble être Mike Ribeiro des Huskies de Rouyn-Noranda qui s'impose parmi les meilleurs marqueurs du circuit depuis le début de la saison. L'année 97 a aussi marqué, Claude, le retour des Remparts de Québec, les Hartfords de Beauport qui sont devenus les Remparts de Québec. Et je voulais terminer aussi en disant l'intronisation au Temple de la renommée de la Ligue junior majeure du Québec de 4 grands, Guy Lafleur, Paul Dumont, Patrice Lefebvre et Tim Bernard. Et peut-être mentionner aussi en 97 3 entraîneurs du circuit qui ont gradué chez les professionnels, Alain Vigneault, Michel Terrien, Clément Jaudoin. Ça, c'est une très bonne note. J'aimerais ça peut-être qu'on termine en souhaitant un prompt rétablissement à Gilles Courteau. Au président Gilles Courteau et l'accident qu'il a subi dernièrement. Donc, il est en convalescence présentement, il va se remettre. Merci beaucoup, Stéphane. Au revoir. En terminant, on a fait un sondage auprès de tous les membres de la salle des nouvelles pour connaître un peu les athlètes de l'année et l'événement. Eh bien, le consensus, ça n'a pas été très difficile. Athlète féminine de l'année, Caroline Brunet. Athlète masculin, Jacques Villeneuve. Et l'événement de l'année, le Grand Prix d'Europe, qui a créé tellement de commotion un peu partout à travers la province de Québec, quoi. Bien, au nom de Chantal, de Michel, d'Hélène, Luc, Frédéric et de tous nos collaborateurs, permettez-moi de vous souhaiter un très joyeux Noël et une très bonne année. Et surtout, merci d'avoir été avec nous durant toute l'année. Merci également à notre personnel de soutien qui ne reçoivent certainement pas le crédit qu'ils méritent. Merci également à l'équipe technique.
Je souhaite en 98 que vous soyez encore plus exigeants. De cette façon-là, ben, le merveilleux monde du sport va s'améliorer. Et je souhaite également que durant toute l'année, on va peut-être combler vos attentes. Vos attentes qui sont de plus en plus grandes, et ça ne nous dérange pas parce qu'on aime ce qu'on fait. Alors, espérons que vous allez être là encore. Joyeux Noël, bonne année, et on se retrouve en janvier.